Oui, oui, oui. Combien de vous êtes ukrainiens? Bravo. Slava Ukraini. Alors bonsoir, je vous remercie d'être nombreux ce soir pour la réception donc de Lara Marlowe à l'Étincelle, qui vient nous présenter donc Comme il est bon de ne plus craindre la mort. C'est un roman qui est sorti en janvier 2026, tout récemment. Philippe, ce n'est pas un roman. Il dit, c'est un roman vrai. J'allais dire, mais bon, il faut laisser un peu Pardon. des choses se placer. Donc, édité aux éditions de l'Observatoire. Donc voilà, moi quand j'ai lu ce récit qui se lit comme un roman de la guerre de cette jeune lieutenante ukrainienne en janvier, donc j'ai lu ça, et j'ai trouvé effectivement son destin assez époustouflant. Et voilà, j'ai eu envie de vous inviter, de le faire partager. Et vous avez dit oui, vous venez de Paris. Et donc voilà, je vous remercie, je suis très honoré et je suis content que vous soyez là ce soir. Et je voudrais quand même aussi remercier Caroline Ardois, qui est des éditions L'Observatoire et qui a favorisé, qui a pu permettre cette rencontre. Je voudrais aussi, donc, effectivement, il y a des Ukrainiens ce soir, il y a l'association Ruta, qui est l'association en fait franco-ukrainienne Drom Ardèche, qu'on a invitée et qui est présente, que je remercie d'être présente et à qui on laissera aussi un temps à la fin de la rencontre pour s'exprimer. Voilà, ils nous ont amené aussi des spécialités. À la fin, il y aura un apéro et ils nous ont amené des spécialités et des spécialités ukrainiennes. Et il y aura un chapeau aussi. Vous pourrez, si vous le souhaitez, laisser un petit peu au profit de l'association. Voilà, donc je vais d'abord, donc merci à vous d'être présents. Je vais d'abord présenter Lara, puis ensuite je lui poserai donc des questions sur son livre pour qu'on puisse, découvrir un peu de quoi il s'agit. Puis je vous laisserai poser vos questions et avec un temps, comme je vous le disais, pour Ruta également. Et puis ensuite, on terminera par l'apéro, et c'est à ce moment-là aussi que vous pourrez faire les dédicaces individuelles avec Lara. Voilà. Alors, donc, Lara Marlowe, vous êtes journaliste, vous êtes grand reporter. Vous êtes encore, je pense, correspondante en France pour l'Irish Times. Pas tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a 3 ans, quand j'ai fêté mes 66 ans, ils m'ont obligée à prendre ma retraite. Et j'étais furieuse. Et là, à l'époque, j'avais déjà fait 2 voyages en Ukraine. J'en ai fait 4 jusqu'aujourd'hui. J'en ferai encore un, je pars le 16 avril pour Varsovie et Lviv, etc. En fait, je continue à écrire au moins 2 chroniques par mois pour le journal D'accord. et aussi, surtout sur l'Ukraine. Et ils savent que je suis passionnée par l'Ukraine et cette fois-ci, c'est eux qui m'ont demandé d'y retourner. Donc je travaille, au lieu d'avoir un statut de permanente, de correspondante permanente, je ne couvre plus la politique française au jour le jour, comme je faisais avant. Mais je fais ce que je veux. Enfin, donc d'un certain point de vue, c'est mieux, mais ça me paie beaucoup moins bien. D'accord. Ok. Et oui, donc vous avez aussi couvert les conflits du Proche-Orient et de l'ex-Yougoslavie. Vous avez été Quelques-uns en Afrique aussi. Ouais. en Afrique aussi. Vous avez été correspondante à Washington. Et vous êtes également chevalier de la Légion d'honneur. Oui. Voilà. Et donc, ben voilà, on l'a dit, ce livre est un récit, mais qui se lit comme un roman. Et donc, vous avez décidé de faire de la vie de cette jeune lieutenante euh, une histoire, de raconter son histoire. Alors, est-ce que vous pouvez d'abord nous dire comment vous l'avez rencontrée, Yulia, et pourquoi à quel moment et pourquoi vous êtes dit que vous alliez en faire un livre? C'était au mois d'août 2023 et c'était mon 3e voyage en Ukraine et je voulais faire un reportage sur les femmes militaires parce qu'il y en a 10 000 dans l'armée. Non, il y a 10 000 dans les postes combattants et 60 000. Ce qui est minime quand on sait qu'il y a à peu près 800 000 âmes dans l'armée ukrainienne. Mais j'étais fascinée par ces femmes combattantes et j'ai contacté un organisme qui s'appelle Veteranka, qui représente les femmes militaires et je leur ai demandé de me mettre en contact avec des femmes militaires.
J'en ai interviewé une demi-douzaine à Lviv, à Kiev. Et Yulia, pour la première fois, je l'ai interviewée par Zoom, en vidéo. Elle était sur le front dans le Donbass et moi dans une chambre d'hôtel à Kiev avec mon interprète. Et quand je vais en Ukraine, c'est très, très concentré parce que, l'assurance pour les journalistes coûte très, très cher. Donc j'y vais pendant 2 semaines à chaque fois et je fais au moins un article tous les jours, parfois 2 ou 3 par jour. C'est très concentré et je cours, tout le temps et du coup, j'avais pas préparé l'interview. Je suis arrivée à la dernière minute, dans mon hôtel, on a allumé l'ordinateur, je vois cette jeune femme que vous voyez ici, sur l'écran Et là, et elle était sur la ligne de front, elle. oui, Voilà. oui, oui, dans le Donetsk, Ouais. et je dis, comme ça: «Ah, vous êtes, la femme pilote de drone?» Et elle se rebiffe un peu et elle dit: «Je suis la lieutenant Yulia Nikitenko, je suis commandante d'une unité d'hommes, de 25 hommes». J'ai dit: «Oh pardon, pardon». Je l'avais, sous-estimée. On a commencé à se parler, je ne connaissais rien de son histoire, comme je m'étais pas préparée malheureusement, ça arrive. Et puis j'ai appris au cours de l'heure qui a suivi qu'elle avait épousé un soldat, qu'il avait été tué par les Russes en 2018, que son père s'était immolé sur la place du Maïdan en 2020. Enfin ça fait un total de tragédies, c'est lourd, c'est très dramatique, la vie qu'elle avait eue et pourtant elle était là, elle était forte, elle était courageuse, elle était positive. Elle voulait battre les Russes et les chasser, dehors. Donc voilà, à la fin de l'interview, on a éteint l'ordinateur et je me suis retournée vers Mazar, mon interprète, j'ai dit: «Quelle femme extraordinaire!» Et il dit: «Oui, effectivement», j'ai été impressionnée, mais vraiment, hein, là, ça fait 45 ans que je suis journaliste maintenant et j'ai très rarement été aussi impressionnée par une personne. Et donc j'ai fait mon article, il a fait une page, de journal grand format, format Figaro un peu et je suis rentrée à Paris et quelques semaines après, je crois que c'était un samedi matin, j'étais sous la douche et je me suis dit, comme ça, j'ai eu une inspiration: «Il faut que j'écrive un livre sur Yulia». Et j'étais pas sortie de l'auberge parce qu'il fallait la convaincre. Et c'était pas facile. Je lui elle me maintenant on est amies, elle me dit des choses, facilement, mais elle me dit: «Mais tes messages sont toujours trop longs, Lara». Et effectivement, je lui ai écrit un long message en disant pourquoi je voulais faire un livre sur elle et puis elle répond pas. Alors j'ai demandé à Nazar de la contacter et je l'ai embêtée pendant plusieurs semaines, peut-être un mois, avant qu'elle accepte. Et plus tard, je lui ai demandé: «Mais pourquoi est-ce que tu as accepté de faire le livre avec moi?» Et elle m'a dit: «Parce que les Russes sont très forts pour la propagande. Moi, je suis épuisée, je travaille jour et nuit, j'ai pas le temps et j'avais peur que ça me prenne trop de temps. Mais je me suis dit que je devais le faire parce qu'il fallait que nous aussi, nous les Ukrainiens, on raconte notre histoire» et je trouve ça très admirable. Donc elle a accepté, on a commencé début novembre, 2023, donc 3 mois après que je l'ai rencontrée et on s'est rencontrés sur Zoom, 1 fois par semaine pendant 2 heures avec Nazar. Yulia était donc dans le Donetsk, moi en Irlande, j'ai une petite maison dans un village de pêche en Irlande et Nazar était à Lviv et on se rencontre. Oui, et au début, elle est très têtue, Yulia, elle parle bien l'anglais, mais je sentais et d'ailleurs la première fois que je l'ai interviewée sur Zoom, elle refusait de parler l'ukrainien. Elle voulait parler anglais, bon, elle fonçait mais je voulais toutes les nuances parce que c'est sa vie et enfin, c'est compliqué, c'est toute la vie d'une personne et la deuxième séance, je lui dis: «Yulia, je sais que vous parlez bien l'anglais, mais on va faire l'interview en ukrainien». Et elle était pas très contente, mais elle a accepté. Heureusement parce que je pense qu'il y a beaucoup de nuances, de descriptions et tout ça dans le livre et
Donc on a commencé et j'écrivais le livre au fur et à mesure. Toutes les semaines, je faisais un chapitre ou j'essayais ou une partie d'un chapitre et à Noël, mon grand frère est venu de Californie et je lui ai donné 6 chapitres à lire et j'étais comme ça pendant qu'il lisait et il faut dire qu'il, lui, avait, pendant de très longues années, lu des scénarios pour les grands studios de Hollywood. Et donc, il se connaissait en histoire, il savait, et puis c'est un grand lecteur de littérature. Et je pensais qu'il allait lui dire: «C'est très bien ce que tu fais, c'est génial, c'est formidable». Et au contraire, il m'a dit: «C'est un peu plat, c'est ennuyeux, ça se lit comme une transcription». Et je me suis dit: «Aïe», parce qu'effectivement, je faisais une transcription exacte de toutes les interviews que j'enregistrais, et puis j'écrivais à partir de ça, mais c'était un peu ça. Et je me suis dit: «Aïe, aïe», j'ai failli renoncer. Qu'est-ce qu'il vous reprochait? Bah, c'est vrai que c'est pas très intéressant de lire des transcriptions d'interviews. Alors j'ai commencé à réfléchir comment est-ce que je peux rendre la chose plus intéressante. J'ai décidé de l'écrire à la première personne, de devenir la voix de Yulia au lieu de l'écrire à la troisième personne. En anglais, c'est au présent. Le traducteur français a préféré le faire au passé, mais c'est bon, ça c'était l'idée, c'était de nous rendre plus vivants aussi. Et puis je me suis dit: «Il faut faire beaucoup de dialogues et beaucoup de scènes». Donc vous voyez, par exemple, il y a une scène où elle devient commandante de l'unité et les hommes refusent, ils font une sorte de, comment on dit? Mutiny, Tuerie. Mutine. voilà, il y a une sorte de mutinerie, elle perd 16 hommes sur 20 dans son unité. Et elle m'avait décrit la scène, mais j'ai vraiment voulu décrire l'attente, et puis le dialogue entre eux. Et j'ai dit: «Julia, il faut que tu me donnes, ta permission de faire ça». Elle m'a dit: «Oui, je pense que ton frère a raison». Alors j'ai dit: «J'imagine, je remplis les cases blanches en quelque sorte et tu corriges, hein, s'il y a des choses qui sont pas exactes». Et en fait, je pense que j'étais tellement dans sa tête, et puis elle décrivait bien aussi, et qu'elle a corrigé 2 ou 3 trucs dans tout le livre. Vous avez fait relire complètement, quoi. Ouais. Oui, ah oui, oui, elle lisait au fur et à mesure, et voilà, c'est comme ça qu'on a fait le livre. Mais en fait, c'était pas tout, j'étais très, très angoissée pendant toute l'écriture du livre parce que j'avais peur qu'il lui arrive quelque chose, qu'elle soit blessée ou tuée, évidemment. Et puis, elle est un peu d'humeur un peu changeante, elle est un peu sauvage en fait, hein, comme personne. Et j'avais peur qu'elle se fâche ou qu'elle renonce au livre. Et puis, la première fois qu'elle n'est pas venue au rendez-vous, ça a dû être fin novembre ou décembre, elle avait une colonne de chars qui traversait son village. Elle était prise par ça, donc elle a envoyé un message à Nazar, je crois, donc elle a raté un rendez-vous, ça m'a angoissée un peu. La deuxième fois, elle a eu un pilote de drone qui a été tué. Donc évidemment, c'est tragique, et vous pouvez rien dire, enfin je pouvais pas me plaindre. Puis la troisième fois, ça a dû être au mois de février 24. Rien. Elle a pas donné de nouvelles, pas d'excuses, pas de message, rien, et on n'a pas eu de ses nouvelles pendant 3 semaines, je crois. Et j'étais vraiment très angoissée, j'avais très peur qu'il lui soit arrivé, quelque chose. Et en fait, ils étaient sous bombardement russe, jour et nuit. Ils étaient dans un sous-sol, dans un petit village qui était bombardé constamment. Et il n'y avait pas de communication. Ils avaient perdu la connexion, etc. Et c'était beaucoup plus dur pour elle que pour moi, évidemment. Mais c'était le genre de péril qu'on a. C'était pas évident de terminer le livre. Ouais, le suivi. Ouais, voilà. J'étais très, très soulagée quand on l'a terminé. Oui, ça se comprend. Euh, Et est-ce que vous pouvez nous la présenter, Yulia, un peu plus profondément et son parcours notamment, puisque vous avez commencé à l'évoquer un petit peu, elle a quand même des étapes marquantes. Et vous dites même, vous dites que sa trajectoire est symbolique de celle de l'Ukraine. Et elle dit dans le livre, à chaque étape, ma vie a épousé les soubresauts de mon pays. On peut dire que nous avons grandi ensemble. C'est ça. Donc est-ce que vous pouvez nous refaire un peu ce Oui. grand état? Elle est née en 91. Ah non, pardon.
l'Ukraine indépendante est née en 91. Yulia est née en juillet 95, pardon. 95, c'est ça. Et pour ceux d'entre vous qui êtes ukrainiens, vous savez très bien, les années 90, c'était très, très dur en Ukraine. C'était après la chute de l'Union soviétique, ça a été une crise économique énorme parce que euh, on a vendu toutes les sociétés étatiques aux oligarques qui monopolisaient tout l'argent. Enfin, je suis pas économiste comme vous, mais C'était le. c'était vraiment la pauvreté, quoi. Et ses parents se sont rencontrés parce que sa maman était agent de change. Enfin, elle travaillait dans une agence de change. Et son père était le garde de cette agence de change. Parce qu'il y avait beaucoup de crimes, il y avait beaucoup de vols, etc. Et donc, ses parents étaient pauvres, ils ont vraiment connu la misère. Ils se sont convertis au christianisme évangélique, des missionnaires baptistes américains. Et c'est beaucoup plus répandu en Ukraine que je m'imaginais. Il y a beaucoup de protestants, d'allégeance protestante évangélique. Et ça a marqué aussi parce qu'il y avait des missionnaires américains qui étaient en fait très sympathiques, qui leur apportaient des cadeaux à Noël, qui les amenaient faire du camping en été, des choses comme ça. Bref, ses parents se sont divorcés. Son père était homme à femme et un peu alcoolique. Enfin, plus tard, en tout cas, il a été alcoolique, il a été militaire aussi. Mais Très coureur, vous dites dans le livre. oui, C'est quand même assez important dans le livre, oui. la relation qu'elle a avec lui. Il a quitté sa mère pour une autre femme qui était une voisine. Et elle a très mal vécu ça. Elle avait 9 ans à l'époque et c'était juste après la Révolution orange. Parce qu'elle avait assisté à la Révolution orange sur la place Maïdan sur les épaules de son père à 9 ans. C'est encore une fois, son histoire épouse l'histoire de l'Ukraine. Qui est déjà peut-être pour les gens qui, je pense que la plupart sont au point, mais c'était déjà un premier renversement de Yanukovych à l'époque, les Exactement. présidents pro-russes. C'est ça, il a truqué les élections. Exactement. Ouais, vous savez tout. Yushchenko, qui a été, vous vous souvenez, le monsieur qui a été, dont la peau a été totalement, oui, c'était très choquant comme attentat. Enfin, ça a été les Russes. C'était son concurrent, là, c'est ça. Exactement. Yanukovych était l'homme des Russes et Yushchenko était l'homme propre, si vous voulez, et qui a gagné l'élection la deuxième fois. Mais malheureusement, il n'a pas eu beaucoup de succès comme président. Et Yanukovych a été élu une deuxième fois en 2010. Mais je ne vais pas trop vous parler de la politique ukrainienne. Bon, Yulia, son père a voulu qu'elle et son frère aillent dans un lycée qui s'appelle le Leader à Kiev, qui est en fait pour les gosses de riches, alors qu'eux étaient des enfants pauvres. Et elle n'a jamais été très à l'aise. Tout le monde parlait russe, hein, dans sa famille, on parlait russe. C'est important, je trouve. Oui, c'est très important. Mais c'est le cas de beaucoup d'Ukrainiens. Et beaucoup, comme Yulia, ont changé par patriotisme. Et quand elle est arrivée, elle a terminé ses études secondaires. Elle a été acceptée par l'Académie Kyiv-Mohyla, qui a été fondée en 1615. Donc, c'est l'université la plus ancienne d'Ukraine. Et elle a été une très bonne étudiante. Elle a fait un diplôme en philologie, on dit, c'est le même mot en français. Et elle dit, c'est là qu'elle est devenue consciente de la richesse, de l'histoire, de la culture, de la langue ukrainienne. Elle dit, ma langue maternelle, c'est ukrainienne. Je l'ai apprise à 17 ans. Ce que je trouve une très jolie formule. Et donc, à Kyiv-Mohyla, elle a développé sa conscience politique. Elle a rejoint un groupe de jeunes femmes qui s'appelait, je ne sais pas s'il existe encore, Vinsich, qui veut dire, en anglais, c'est rebuff, c'est rejeter, enfin le rejet. Voilà. Et ceux qui le rejetaient, en fait, c'était le règne de Yanukovych. Parce que l'Ukraine allait vers l'Europe. Ils avaient négocié très durement
un accord d'association avec l'Europe. Et Yanukovych Poutine lui a un peu serré les boulons, lui a dit non, non, tu fais pas ça, je te donne 15 milliards, ou je sais pas si c'était des roubles ou des euros ou quoi, mais tu le fais pas, tu renonces à l'Union européenne, tu vas rejoindre l'Union, j'oublie comment ça s'appelle, Yann. Eurasiatique. Poutine, voilà, Ouais. bravo. Donc Poutine a essayé de faire un contre Union européenne. Et quand ils ont su, enfin ils savaient, ils sentaient venir la chose, ils ont commencé à manifester. C'était le début de la révolution des dignités, la révolution de Maïdan, qui a duré 3 mois, novembre, décembre, janvier, non, février, jusqu'en février. Ça a commencé fin novembre jusqu'en fin février. 2014. Exact, exact. Et Yulia était sur la place Maïdan quasiment tous les jours. Elle a cofondé le régiment des femmes, le Sotia des femmes sur la place Maïdan. Et ça a été le début de son éducation politique en quelque sorte et aussi de son engagement pour l'Ukraine et pour le caractère occidental, européen de l'Ukraine. Ça, c'est important. En plus, elle est quand même toute jeune à l'époque. Elle a 20 ans, quoi. Même pas. Enfin, elle a 19 Même ans. pas, 19 ans à la fin. Ouais, Oui, 19 ans à la fin. ouais. Ouais. Même pas, elle avait, parce que son anniversaire est en juillet, je crois qu'elle avait en février 14, elle devait avoir, oui, c'est ça, 18 ou 19. Vachement mieux. Quand ils ont gardé le villa de Yanukovych, il y a la phrase dans votre livre que j'avais 18 ans. Oui, bah c'est ça, c'est ce qui me semblait. Ouais. Mais je vais peut-être montrer. Allez-y, ouais. Donc, je suis désolée, j'ai été mal organisée, c'est pas dans l'ordre, ça aurait été mieux, mais bon, c'est une photo de Yulia, elle a l'air d'être jonchée sur un char ou quelque chose comme ça. Vous voyez le badge en bas, là? C'est une femme en habit traditionnel ukrainien, vous voyez le drapeau ukrainien au fond et je pense, si je me trompe, malheureusement, on voit pas tout l'emblème, mais je crois qu'elle tient un missile Javelin, qui sont des missiles anti-chars que les Ukrainiens. Ah, ben voilà! Donc, je l'avais jamais vu, j'ai écrit là-dessus dans le. Ah, merci. C'est un jouet. Et ces missiles, je crois qu'ils avaient 5000 qui avaient été donnés par les Américains avant la grande invasion de 22. Et ces missiles étaient tellement efficaces, les Ukrainiens, ce qu'ils faisaient, ils tuaient le premier char de convoi et les derniers, puis tous les autres étaient attrapés, ils ne pouvaient plus bouger, puis ils les détruisaient l'un après l'autre. Et j'ai lu, je n'ai jamais rencontré un Ukrainien qui a appelé son fils Javelin ou sa fille Javelina, mais il paraît qu'il y a les enfants qui portent le nom de ce missile américain. Et justement, l'Ukrainienne sur la photo, elle tient dans ses bras un missile Javelin. C'est très gênant. Merci. Oui, c'est heureusement qu'ils avaient ça. Et c'est avec les Javelins, je pense qu'ils ont stoppé l'invasion de Kiev, enfin qu'ils ont empêché les Russes de prendre Kiev. Ah, pourquoi ça marche pas? Enfin, bon. Ça, c'est Yulia. C'est une vieille photo, mais elle a un drone, un nouveau drone là. Elle aime beaucoup ses drones. Elle les appelle ses bébés. Elle leur donne des prénoms. La phrase qui a été beaucoup reprise par des critiques anglaises, par les journalistes anglais, c'est elle a dit, elle a appelé un drone Jane pour Jane Austen, qui est son écrivain préféré. Ça, c'est avec le général Zaloujny, Valéry Zaloujny, qui était le commandeur de toutes les forces armées ukrainiennes jusqu'en février 24. Il est très, très aimé des militaires. Il est actuellement ambassadeur à Londres. Et beaucoup lui prédisent un avenir politique en Ukraine. Les sondages montrent que c'est le seul homme qui pourrait éventuellement battre le président Zelensky dans une campagne électorale. Et oui, il faut que je dise aussi, là, c'était au palais présidentiel. Yulia a reçu une médaille pour le courage en octobre 22.
Et je crois, elle dit qu'elle ne sait pas pourquoi, mais j'ai fait des recherches, j'ai lu la citation, et c'est parce qu'elle a sauvé des gens. Elle est allée sur le front dans la zone grise, c'est-à-dire entre les lignes russes et les lignes ukrainiennes, peut-être l'endroit le plus dangereux du monde, euh, pour exfiltrer des soldats blessés ou morts. Ça, c'est la première photo dans cette série. C'est Yulia en 2016, donc il y a 10 ans. Et vous voyez elle a beaucoup, enfin, euh, elle a vieilli, quoi, depuis 10 ans. Elle avait encore ses longues nattes. Et l'histoire derrière cette photo, c'est que les autres soldats, il y avait une liste tous les matins pour la garde, comment on appelle ça, les sentinelles, vous voyez, voilà. Et son nom ne paraissait jamais. Alors un jour, elle demande à son chef, mais pourquoi est-ce que les autres font la garde et moi pas? Monter la garde, exactement. Oui, Je pense pas pourquoi est-ce que... mais non, c'est parce que Ouais, vous demandiez. merci. Et il dit, parce que tu es une femme. Alors elle était furieuse. Et elle a fait appel à l'officier au-dessus, et ainsi de suite. Elle a dû faire 3, 4 ans, je ne sais pas jusqu'où c'est allé. Et un beau jour, il y a le nom de Yulia Mikitenko. Elle n'était pas encore lieutenante sur la liste. Alors là, elle monte la garde pour la première fois. Elle a son fusil dans les mains. Et on voit qu'elle est fière. J'aime beaucoup cette photo qui paraît aussi sur un timbre-poste du Libéria. Étonnamment, ils ont fait une série de timbres-poste sur les femmes militaires ukrainiennes et Yulia y paraît. Ça, c'est avec son amie Mila, qui est infirmière. Et c'est grâce à Mila, d'ailleurs, qu'elle a rejoint l'unité, qu'elle a eu la commande de cette unité de drone en 24, pardon, en 22. Parce qu'elle avait quitté l'armée pendant 6 mois. Et le jour, quand elle s'est réveillée à 4h30 du matin, le 22 février, elle a su que la guerre avait commencé et elle s'est dit tout de suite, il faut que j'y aille. Mon père et mon mari s'attendraient à ce que j'y aille. Et elle a téléphoné à Mila qui lui a dit, bah, viens chez nous dans le Donetsk. Et voilà. Ça, c'était en Irlande. On a fait des interviews à la télé. Elle aime bien colorer ses cheveux. Il y avait un moment où elle avait des cheveux roses, là, les cheveux bleus. Et je lui ai demandé pourquoi. Elle dit parce que dans l'armée, tu te maquilles plus, tu mets pas de bijoux, tu mets pas de jolies robes. Et j'ai besoin de sentir ma féminité, d'être différente des autres. Et elle a dit aussi que son chef disait tout le monde est devenu fou dans cette guerre, mais ça se montre de façon différente. Et à propos de ses cheveux. On a lancé le livre en anglais à l'ambassade d'Irlande, comme j'ai beaucoup d'attaches irlandaises. C'est la dame en bleu, la blonde, et l'ambassadrice d'Irlande. Enfin, elle est plus maintenant, mais elle était l'ambassadrice d'Irlande à Paris. Et donc, c'est sur le balcon de l'ambassade. Yulia aime beaucoup la fête et surtout pour le moral des hommes sur le front. Elle croit que c'est très important de fêter les anniversaires et Noël et tout ça. Et ça, c'était en Noël 24. Elle m'a envoyé cette photo. Ça, c'est quand elle est venue en Irlande. C'est le pub en face de chez moi. Elle aime bien le Guinness. Et ça, c'est une fête qu'on a faite pour le livre en anglais à Dublin. Et j'aime beaucoup cette photo parce que je la trouve rayonnante là. Je trouve qu'une femme qui a tellement vu des horreurs, qui a tellement elle a perdu plus d'une vingtaine de camarades proches, des gens qu'elle aimait. Et pourtant, on arrive encore à être heureuse. Là, c'est la dernière fois que je l'ai vue. J'étais à l'Alliance française à Dublin pour le lancement de l'édition française. Et vous voyez à quel point elle est épuisée. Ça se voit sur son visage. Cette photo me rend triste quand je la vois comme ça parce que j'ai l'impression que toute sa vie est en train d'être bouffée par cette guerre, par cette maudite guerre. Et elle aussi, elle voit passer sa jeunesse. Elle a 30 ans maintenant. Et c'est dramatique. Là, c'est avec son frère Bodan qui a rejoint l'armée l'été dernier.
C'est son compagnon, Andriy, qui est officier aussi dans l'armée ukrainienne. Et elle aime beaucoup les chats. Et c'est Andriy qui lui a donné le chapeau avec les oreilles de chat dessus. J'avais passé 2 jours avec eux près de Sloviansk, entre Sloviansk et Kramatorsk. Et ça, c'est l'un de ses... Elle appelle les hommes sous ses ordres ses garçons. Donc, c'est l'un de ces garçons qui va rejoindre les tranchées. Il est équipé pour le... Et c'est d'ailleurs le moment le plus dangereux. Ils perdent le plus d'âmes en allant vers les tranchées et en revenant. Parce que là, les Russes les voient avec leurs drones et ils les tuent. Voilà. Voilà, c'est toutes les photos qu'on a. Et alors, donc là, on voit qu'elle s'est engagée ensuite dans l'armée, alors qu'au départ, elle était dans un aspect beaucoup plus pacifiste, car elle manifeste à Maïdan. Comment se fait, est-ce que vous pouvez en quelques mots dire à quel moment et comment se fait la transition? C'est à cause d'Ilia, surtout. Parce que... Enfin, elle aime pas que je dise qu'elle a rejoint l'armée pour être avec son mari. Parce qu'elle dit qu'elle aurait fait de toute façon. Il y a donc c'est l'homme qu'elle va rencontrer. Oui, il faut que je... Il faut juste. Oui, c'était juste après Maïdan. Oui, il faut que je retrouve le fil là. Donc après Maïdan, elle a retrouvé son père, ils ont discuté de ça. Et son papa lui dit, je vais rejoindre la garde nationale. Pourquoi tu viens pas avec moi? Elle a réfléchi à ça, elle voulait le faire, mais en même temps, elle voulait avoir son diplôme universitaire. Donc, elle a décidé de faire d'abord son diplôme et de rejoindre l'armée après. Entre-temps, c'était au printemps 2014, non, 2015. C'était au printemps 2015. Un soir, elle rentre de l'université. Elle reçoit un texto de sa maman qui lui dit: ton père nous a envoyé encore un soldat. Et Yulia est furieuse. Elle dit, oh non, pas encore. Elle arrive à l'appartement de sa mère et ce jeune homme ouvre la porte et c'est Ilya Serbin. Ils sont tombés amoureux. Je fais bref parce que bon, on n'a pas toute la soirée, mais ils tombent amoureux l'un de l'autre. À Pâques 2015, elle va le voir à Mariupol, qui était encore aux Ukrainiens à l'époque, évidemment. Et ils se décident à se marier. Et ils se marient au mois de mai 2015 dans les Carpates. Et ensuite, c'était pendant les négociations de Minsk, vous savez, et il a été démobilisé. Il est venu s'installer à Kiev avec elle et sa maman. C'est la seule année où ils ont vraiment vécu ensemble comme une famille. Et elle termine ses études. Et qui n'est mais pas du tout sexiste, il s'occupe de la maison, il fait la cuisine tous les soirs, etc. Et elle termine ses études. Il y a je sais pas comment dire, la graduation, la remise d'un diplôme. Et juste après, ils sont chez sa grand-mère avait une petite maison en briques dans la campagne, à Lazarivka, un village à l'ouest de Kiev. Et ils essaient de se décider qu'est-ce qu'on va faire. Et les Russes étaient encore de nouveau sur l'offensive dans Donbass. Et ils disent tous les deux, si on rejoignait l'armée, tous les deux. Donc, je ne sais plus si c'est la veille ou le lendemain de son 20e anniversaire, c'est exactement ça, oui. Ils vont s'inscrire à la 25e bataillon du 54e brigade mécanisée. Et donc, ils vont tous les deux ensemble dans le Donbass. Et au début, comme c'est une femme, elle a été affectée à la comptabilité, au secrétariat. Elle était furieuse. Et son mari lui dit d'être patiente. Et puis, au bout de quelques mois, elle apprend que comme elle est diplômée de l'université, elle a le droit d'être officier. Et elle part à l'académie militaire à Lviv, elle devient officier. Et voilà, elle passe 2 ans dans le Donbass. Et vers la fin de ces 2 ans dans le Donbass, Ilya est donc tué dans un bombardement russe. Pour moi, c'est le chapitre le plus fort du livre. Enfin, je ne sais pas comment vous avez ressenti ça, mais
la mort de son mari, c'est vraiment c'est dramatique. Et le jour où elle m'a raconté ça, on était sur Zoom tous les trois et on sanglotait tous les trois. Nazar et moi et Yulia. Surtout qu'elle le présente en plus comme l'amour de sa vie, enfin vraiment comme une Oui. histoire très très forte. Oui, c'était un grand amour, c'est sûr. Et donc, il a été tué et elle est revenue à Kiev après pour gérer elle a elle a commandé le premier peloton de femmes à l'académie militaire à Kiev après ça. Et ça elle a fait cet emploi-là, elle était aussi administratrice, à l'académie militaire, jusqu'à la mi, 2021. Où elle est redevenue civile pendant 6 mois seulement. Elle s'occupait des anciens de guerre, des vétérans, des affaires des vétérans. Elle travaillait pour les réintégrer à la vie civile. D'ailleurs, c'est ce qu'elle voudrait retourner à ce genre d'emploi après la guerre. Moi, je voudrais qu'elle fasse de la politique. Elle dit non, par exemple. Ok. Bah justement, la politique, il en est pas mal question aussi dans le livre. Et notamment, je trouve que on voit bien à quel point le peuple ukrainien est aussi entre ses influences russes d'un côté et européennes de l'autre. Et les personnages sont pris aussi là-dedans, notamment il y a 2 personnages, l'oncle et la tante de Yulia, qui au départ sont plus marqués par l'influence russe. Ils relativisent l'invasion russe, etc. Et par contre, Yulia, on la sent plus, comme vous l'avez dit, faire le choix de l'Europe, faire le choix de la démocratie. Et vous insistez beaucoup dans le livre sur le fait que l'Ukraine, alors par Yulia, par les mots de Yulia, mais vous insistez beaucoup sur le fait que l'Ukraine a son histoire propre et fait le choix européen et de la démocratie, comme je viens de le dire. Et est-ce que vous pouvez, alors on sent que c'est important pour vous d'insister là-dessus, à travers les mots de Yulia. Est-ce que vous pouvez Oui, développer un peu vaste sujet. Bon, pour elle, les Russes, c'est des impérialistes, des coloniaux, enfin qui ont colonisé l'Ukraine au XVIIe siècle. Et c'est vrai que les Russes, n'ont pas été tendres en Ukraine, hein. Au XIXe siècle, ils ont interdit la langue ukrainienne. Ils ont vraiment tout fait pour supprimer l'identité ukrainienne. Poutine, d'ailleurs, il prétend toujours que la langue ukrainienne n'existe pas, c'est un dialecte de russe, que le peuple ukrainien, en fait, c'est des Russes. Voilà, moi je trouve qu'il est toujours très dangereux. Les chefs d'État, les dictateurs qui prétendent qu'ils ont tant fait, ils ont été généreux et gentils, vous ont tant aidé, ils ne comprennent pas pourquoi vous ne voulez pas être avec eux, quoi. Enfin, Bachar al-Assad et Hafez al-Assad, c'était la même chose. Moi, j'ai vécu 8 ans au Liban. Et les Syriens ne comprenaient pas pourquoi les Libanais ne voulaient pas être Syriens. Bon, c'est... Elle a cette identité, elle était très, très, quand elle était à Mohyl, surtout quand elle était étudiante, passionnée par un écrivain qui s'appelait Mykola Hvilovi, dont le slogan c'était Get away from Russia, non, Get away from Moscow, éloignez-vous de Moscou. Et ça dit tout. Et les Russes, à l'époque de Staline, ont commencé à tuer, à exterminer toute une génération d'artistes, d'écrivains ukrainiens qu'on appelle la Renaissance fusillée. Est-ce que je me trompe? Non, c'est bien ça. Oui, la Renaissance fusillée. Ils étaient à Kharkiv et ils avaient même un immeuble qui s'appelle toujours Slovo, qui veut dire words, parole, en ukrainien, où ils habitaient tous. Et Staline les a tous mis là parce que c'était plus facile de les surveiller. Et Hvilovi, le jour de l'arrestation de son meilleur ami, s'est suicidé à 33 ans. Et c'était un génie de la littérature ukrainienne que moi j'ai comparé à James Joyce, d'après ce que j'ai compris de ce qu'il a écrit. Enfin, il a réinventé la langue comme Joyce a réinventé la langue anglaise.
Et elle est aussi marquée par Vassil Stouss. Je ne sais pas s'il y a des lecteurs du Monde des livres parmi vous, mais jeudi dernier, j'étais très très heureuse quand j'ai vu ça. C'était 1 page et demie sur Vassil Stouss à la couverture du Monde des livres. Et moi, j'avais jamais entendu parler de Vassil Stouss. Et en fait, un jour, Yulia a cité, pendant qu'on se parlait, elle a cité ce vers Comme il est bon de ne plus craindre la mort, qui est devenu le titre du livre, et c'est le premier vers du poème le plus célèbre de Vassil Stouss. Et il se trouve que son père, quand il est mort, avait une photo de Vassil Stouss dans son portefeuille, et il avait été à l'hôpital quelques mois auparavant, et quelqu'un lui avait donné un livre des poèmes de Stouss, il aimait beaucoup. Voilà. Et Stouss, enfin, pour finir l'histoire, est mort dans un camp soviétique en 85. C'était un grand résistant comme Václav Havel ou Solzhenitsyn. Enfin, voilà, l'article du Monde demande pourquoi est-ce qu'il n'est pas connu comme ces gens-là. Il devrait l'être. Moi, ça m'a fait penser un peu à Kundera aussi. Je sais Oui. pas si qui a écrit un essai sur les pays d'Europe de l'Est qui Ouais. se sentaient abandonnés par Exactement. l'Europe de l'Ouest. Oui, Enfin, ouais, bravo. non, je sais pas si. Et c'est ça, l'Ukraine fait partie de l'Occident abandonné. C'est ça, parce que l'Ukraine, par son histoire, vous connaissez peut-être l'histoire de Anne de Kiev, qui était la fille de Yaroslav le Sage, et qui a épousé un roi de France. Je crois que c'était le roi Henri Ier, si je me trompe pas. Et elle était la mère de Philippe le Ier, pour qui vous êtes un peu comme des tots. Et alors, ce livre, c'est aussi un livre quand même, alors pas que, c'est vrai, mais c'est quand même un récit de guerre en partie, pas que, mais on la voit sur le front avec ses drones, avec les tranchées, avec le pire aussi, elle assiste au pire. Et alors, en quoi ça consiste en fait son quotidien concrètement sur le front? Est-ce que vous pouvez peut-être Elle se lève très tard. C'est pas parce qu'elle est feignante, c'est parce qu'elle travaille toute la nuit. Parce que la plupart des combats se passent la nuit. Elle décide de quand tel soldat va aux tranchées et tel revient, etc. Donc elle fait le programme. Elle va aussi dans les tranchées pour le plus souvent possible. Elle dit qu'il faut garder le contact. Les tranchées, c'est pas on imagine, une longue tranchée comme ça, c'est pas vraiment ça, et c'est pas il y a aussi les foxholes, c'est un trou d'homme, mais ils vivent surtout dans les dugouts. Alors un dugout, c'est comme une petite pièce, ils creusent un grand trou et ils couvrent de feuillage, de branches, de choses pour que les Russes ne les voient pas du ciel, pour que les drones russes ne les voient pas. Ils font ça la nuit. Et ils sont dedans avec des ordinateurs portables comme ça. Et puis ils vont lancer les drones. Il faut qu'ils soient vraiment proches des lignes russes. Ils sont à 5 kilomètres des lignes russes pour pouvoir les survoler, les voir. Et tout ce qui est sur l'écran est relayé à Yulia, qui est à la base à une vingtaine de kilomètres des lignes russes, donc c'est 15 kilomètres en retrait. Et elle surveille tout ça et elle notifie, elle est en contact avec, je ne sais pas, la compagnie ou la brigade ou le bataillon, le commandement, pour leur dire, bah, les Russes ont l'air de bouger dans tel ou tel secteur, il faut que vous fassiez ça. Elle appelle l'artillerie quand il y en a besoin, etc. Donc elle veille sur ses hommes, c'est vraiment comme une maman. Elle aime ses hommes et chaque fois qu'elle perd un homme, c'est un drame. Donc elle fait tout ça. Quoi encore? J'allais vous dire, les drones, c'est une nouveauté dans cette guerre. Il y avait des drones en Irak, par exemple, mais jamais à cette échelle. Et même en 22, quand il y a eu la grande invasion, ça commençait seulement. Quand elle a rejoint son unité dans le Donbass, il n'y avait pas beaucoup de drones et ça a vraiment pris beaucoup d'ampleur. Et Yulia est en quelque sorte une pionnière parce que quand elle était dans le Donbass, de 2016 à 2018, déjà, elle entendait parler des drones. Elle était fascinée par l'idée parce qu'à l'époque,
Elle avait aussi une unité de reconnaissance, mais ils étaient obligés d'avoir des postes en haut des collines, en haut des montagnes, ce qui vous rend très vulnérable. Maintenant, avec les drones, ils doivent plus faire ça. Mais elle était déjà passionnée par les drones parce qu'elle disait ça permettra de sauver les vies des soldats. Ce qui est vrai et pas vrai parce que les Russes, leur priorité, sachant que 80% des morts et blessés maintenant sont tués ou blessés par les drones, ils font vraiment la priorité absolue, c'est de tuer les opérateurs des drones, de tuer les pilotes de drones. Et Yulia a vu aussi, elle était témoin de choses atroces sur l'écran de son portable. La première fois, c'était vous vous souvenez des Wagner, les mercenaires russes qui travaillaient sous les ordres de Prigojine. Elle a vu des assauts, on appelle ça les vagues humaines ou le meat grinder, je ne sais pas comment on dit en français, chez la chair à canon. Enfin, et elle voyait des flots, des vagues d'âmes qui se jetaient dans le feu de mitraille ukrainien. Et elle m'a raconté ça. Elle m'a dit, mais je ne sais pas comment mes hommes ne deviennent pas fous en voyant, parce qu'il est tué. Et les Russes elle dit, pour les Russes, la vie humaine n'a aucune valeur. Ils sacrifient, et c'est vrai, on pense qu'ils ont perdu plus d'1 million, 200 000 hommes depuis février 22, morts ou blessés. Les Russes, Mm. vous parlez. Les Russes, ouais. Et donc, elle voyait ça, c'est Human Wave Attacks. Elle a vu ça. Et puis, je crois que c'était septembre 22, le commandant de sa compagnie, c'était le capitaine Dimitro, il a été tué dans un village. Il y avait un village que les Russes avaient abandonné et les Ukrainiens sont entrés dans le village. Et un obus a explosé à côté de lui. Elle a vu, enfin, elle n'a pas vu la mort parce il y avait beaucoup de fumée de l'explosion, mais elle savait que son capitaine était là et il est mort. Et puis, encore un truc, c'est plus récent. C'était en été 24 ou 25. Non, c'était 25. Elle avait les Russes, et là encore, elle voyait du drone, quoi. Elle voyait la transmission du drone. Ils ont jeté des gaz lacrymaux dans un dugout, dans une tranchée. Les Ukrainiens sont sortis les mains dans l'air et les Russes les ont fait s'agenouiller. Ils ont enlevé, il me semble qu'ils les ont fait se déshabiller. Ils les ont mis sur les genoux et les ont tués à bout portant. Et ça, elle m'a dit, c'est la chose la plus atroce qu'elle ait jamais vécue, de voir 6 de ses camarades tués comme ça de sang-froid. C'est un crime de guerre et elle pouvait rien faire. Elle était à 30 kilomètres. Donc, c'est une guerre bizarre. En même temps, il y a des aspects qui sont presque médiévaux. Il y a beaucoup de choses qui ressemblent à la Grande Guerre de 14-18, les tranchées, les rats, le foie, la boue, tout ça. Et puis en même temps, vous avez cette technologie qui rend possible d'observer, de voir l'assassinat de gens à 30 kilomètres de vous, enfin, en direct. Enfin, c'est beaucoup à encaisser, hein, Oui, bah, j'allais vous demander, oui, aujourd'hui, elle est dans. Vous l'avez vue encore, enfin, vous avez été en contact avec elle récemment encore? Oui, bah, je vais la voir fin avril. Je vais passer mon anniversaire avec elle. Est-ce qu'elle Ouais. tient le coup? Elle est dans quel état d'esprit? Non, pour rien vous cacher, elle est déprimée. Elle est franchement déprimée. Et moi, ça m'inquiète parce que je connais l'histoire de son père aussi. Mais ça fait 10 ans de sa vie qui est passé dans la guerre. C'est pas étonnant. Elle est humaine. Et elle a perdu, comme on le disait, beaucoup de proches au final. Ouais. Le pire, enfin, il n'est pas dans le livre parce que c'est après qu'on a écrit le livre. Elle a perdu un camarade qui s'appelait Denis, qui est mort il y a 1 an maintenant et qui a été tué par encore une fois, les Russes c'était pas très loin de là où elle était stationnée. Lui était de la même compagnie.
et ils ont jeté c'était pas c'était des armes chimiques, des grenades chimiques ils ont attaqué la tranchée avec ça, et deux hommes ont été sauvés, ils ont survécu, mais Dennis est mort, et ils ont su après que c'était Novichok, qui est une arme chimique très, très létale. C'est avec ça. Vous vous souvenez quand les Russes ont essayé de tuer un ex-espion en Angleterre? Ils avaient mis dans un flacon de parfum de Novichok, et Skripal, il s'appelle. Lui a survécu et sa fille a survécu, a été contaminée aussi. Mais l'assassin a jeté le flacon, et il y a un type qui a retrouvé le flacon. Il a dit: «Ah tiens, c'est joli, je vais ramener ça à ma copine», et sa copine est morte. Parce que le flacon était contaminé avec ça. Et voilà, Dennis, qui est un ami proche de Yulia, est mort de ça. Alors, je vais vous laisser poser vos questions. Voilà. Euh, je vous écoute. Est-ce que vous avez des questions par rapport au livre ou par rapport à... Je vais juste ajouter l'histoire de la dépression. Il y a de quoi, parce que ces négociations qui ne sont pas de vraies négociations, où les Américains donnent un ultimatum aux Ukrainiens: il faut que vous quittiez tout le Donbass, vous allez renoncer à cette terre que vous défendez depuis 2014, parce que Poutine le veut, tout simplement. Et Trump, franchement, je crois que c'est un agent de Poutine. Et ils lui ont dit: vous devez donner cette terre», alors que son mari est mort pour cette terre, alors que les Ukrainiens ont sacrifié, ils ont perdu des milliers d'hommes pour garder le Donetsk, ils ont perdu Luhansk, l'autre province parce qu'il y a Luhansk et Donetsk comme dans le Donbass. euh, et puis ça ne bouge pas. Depuis que je connais Yulia, elle m'a dit, elle avait beaucoup d'espoir au début que ça se termine rapidement et de façon plus ou moins équitable. Et là, elle voit que ça va pas finir rapidement, et que ce sera pas équitable. Enfin, quand vous avez le président des États-Unis du côté du président russe, c'est pas évident. C'est pas évident. Très sûr. Pardon. Est-ce que vous avez des questions? Déjà, est-ce que ce travail, déjà bonjour et merci beaucoup pour toute cette présentation, c'était vraiment très enrichissant. Est-ce que pour vous, tout ce travail, qu'est-ce que ça a changé sur votre vision de la guerre et de l'engagement en général? Jusqu'à présent, j'ai toujours été pacifiste. Comme Yulia était pacifiste, inspirée par Gandhi, moi j'ai couvert plus d'une douzaine de guerres, et j'étais toujours opposante à la guerre. Enfin, j'étais contre l'invasion de l'Irak, par exemple, que j'ai couverte. Ça a été le plus flagrant. Mais là, pour la première fois de ma vie, j'ai vraiment pris parti. Je pense que l'Ukraine a le droit avec elle, que l'Ukraine doit gagner cette guerre. Et je ferai tout mon possible pour que ce soit le cas. Voilà. Donc, Est-ce qu'il y a d'autres questions? oui. Et après, parce que j'ai vraiment une question, mais après, je voulais déjà remercier pour ce livre. Excusez-moi pour l'émotion. Je vais me reprendre. Oui. Parce que ce livre, déjà, je trouve que c'est une excellente introduction à tous ceux qui ne connaissent pas l'Ukraine, qui ne connaissent pas notre histoire. Et s'il y en a qui veulent lire que ce livre pour découvrir pourquoi on fait cette guerre, je trouve que c'est celui-là, et je vous remercie beaucoup pour ça. Je trouve que Julia, elle raconte super bien en fait, les lignes très importantes de notre histoire. Il y a juste une citation qui m'a vraiment marquée et parce qu'en fait, ça correspond exactement à ma pensée euh, et à ce que je... Ah ouais, ouais, tu vas aller, citation. À ce que... Parce qu'en fait, elle traduit vraiment l'esprit des Ukrainiens, je trouvais. J'étais très contente que Julia le dise. C'est que les Ukrainiens, fondamentalement, c'est une nation anarchiste.
nation anarchiste qui ne s'effondre pas lorsque les leaders ne sont plus là. Et c'est tellement vrai de nous, en fait, même si les leaders étaient plus là, en fait, on continue à lutter. C'était notre histoire parce qu'on a continué à lutter quand en soi, nos leaders politiques, c'était les Russes, c'était les Polonais, c'était n'importe qui. Ils ont déjà. L'esprit des Cosaques, n'est-ce pas? Oui, exactement. Des Cosaques et même avant. Donc, je vous remercie beaucoup pour ça. Euh, et ma question était également, pareil comme le collègue avant. Moi aussi, j'étais très pacifiste avant et je me surprends maintenant aujourd'hui de défendre l'achat des armes, de l'armement. Comment, selon vous, faire comprendre à l'Occident ce pacifisme armé? Est-ce que vous trouvez qu'à l'Occident, les gens ont compris la nécessité de ce pacifisme armé? Vraiment que les armes sont indispensables parce que je comprends aussi d'où viennent les pacifistes. Comment, comment aller au-delà? Et aussi, est-ce que vous trouvez que, l'Occident comprendra aussi, toute cette dimension patriotique très forte, hem, du combat ukrainien vraiment, très très nationaliste que peut-être à l'Ouest, certains disent que: «Non mais ça va trop loin, vous parlez trop de la nation, ukrainienne». Est-ce que ce combat est compris? Est-ce qu'on comprend qu'en fait c'est vraiment notre histoire? C'est pas parce que, on est, je sais pas, bon voilà, c'est pas parce qu'on est nationaliste dans le sens peut-être, qu'on leur donne ici, heu voilà, je sais pas si mes questions étaient très claires. Comment est-ce que vous pouvez commenter de Bah, moi, je voudrais justement qu'on comprenne en Occident. Et je pense qu'on est nombreux à comprendre. Si vous écoutez les déclarations des leaders européens, par exemple, Kaja Kallas, elle est excellente. Il y avait j'aime pas Mark Rutte, mais un autre secrétaire général de l'OTAN avant lui. Oui, voilà, lui, il avait compris. Même enfin, non, ils sont nombreux, même Macron, enfin, pour son soutien pour l'Ukraine, on peut lui reprocher d'autres choses, mais pour l'Ukraine, il est bon. Le problème des Européens, c'est qu'ils sont trop lents, ils s'entendent pas entre eux exactement, il faut faire quoi, quand, etc. C'est un peu scandaleux quand même, ça fait 4 ans depuis la grande invasion, et ils s'arment toujours pas, ils produisent pas assez d'obus, et dépendent toujours des Américains qui menacent de quitter l'OTAN. Enfin, excusez-moi le mot, c'est un bordel, hein, c'est vraiment. Et donc, il y a beaucoup de gens qui comprennent. Le problème, c'est l'indifférence du monde. Les gens, ils sont indifférents aux souffrances des autres, ils vivent leur petite vie. Moi, je vois autour de moi, il y a beaucoup de gens j'ai beaucoup d'amis qui n'ont pas lu mon livre, qui me disent c'est trop déprimant, etc. Les gens sont très, très concentrés sur l'achat d'un appartement, leur boulot, leurs enfants, etc. Donc, il faut essayer de les secouer un peu. Il faut pas qu'on arrête de parler de l'Ukraine. Depuis le 28 février, d'ailleurs, moi, je devais y aller au mois de mars. Et quand j'ai su que Trump et Netanyahou avaient attaqué l'Iran, je me suis dit, aïe, 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 il n'y aura pas de place dans le journal pour l'Ukraine. Et c'est malheureux, c'est vraiment parce que on a l'impression de jouer le jeu aussi des médias qui arrêtent de parler de l'Ukraine quand il y a autre chose, quand il y a la Palestine ou je ne sais pas quoi. Mais je veux que mes articles soient lus, donc j'ai choisi de reporter le voyage pendant 6 semaines. Et encore, je ne sais pas maintenant si ça d'ici, je dois partir on est quoi, le 2 ou le 3? Le 2. Le 2, je pars dans 2 semaines exactement. Ça a pas l'air de se calmer en Iran, mais j'y vais quand même, hein, parce que voilà, il faut qu'on en parle, il faut que l'Ukraine reste dans le sphère publique, que ça reste dans la tête des gens, et je dois dire que quand vous vous souvenez de l'exploit du 1er juin dernier,
quand l'Ukraine a détruit quelque chose comme 30 ou 40% de l'armée de l'air russe en une journée avec des drones. C'était génial, c'était incroyable. Bon, de temps en temps, on a des satisfactions aussi. Quand ils ont coulé le Moskva, c'est la première fois que j'ai connu ça dans cette guerre. Mon interprète est arrivé à l'hôtel et lui, Nazar, il est formidable. Peut-être juste dire ce que c'est le Moskva, peut-être pour tout le Ah monde. oui, pardon, c'était le navire comment on dit, le porte-drapeau de la marine russe dans la mer Noire. Et d'ailleurs, le premier jour de la grande invasion, il y a une île dans la mer Noire qui s'appelle l'île aux serpents. Et il y a un navire de guerre russe qui a semé je crois qu'ils étaient 8, si mon souvenir est bon, gardes-côtes ukrainiens qui étaient sur cette île, et on leur a sommé de se rendre. Et excusez-moi l'obscénité, mais le commandeur de cette unité leur dit Russian warship, go fuck yourself. Et c'est devenu célébrissime en Ukraine. On voit ça sur des t-shirts, on voit ça en ukrainien. Et puis, c'est même paru sur un thermopost. Et on voit un soldat ukrainien, la main levée, qui fait un geste obscène vers le navire de guerre ukrainien. Et ça, c'était le Moskva. Et donc, les Ukrainiens l'ont coulé un ou 2 mois après. Ils ont coulé le Moskva. Et alors, Nazar arrive à l'hôtel pour me chercher le matin. Il est souriant, il est joyeux. C'est la première fois que je l'ai vu comme ça. Je dis, mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui te prend? Il me dit, ben, on a coulé le Moskva. Donc, voilà. Il y a de bons moments, mais malheureusement pas assez. Et merci de votre témoignage. Ça me touche énormément. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous voulez en profiter pour présenter l'association. Si vous voulez. Bien. Alors, en fait, on est 2 associations ukrainiennes présentes aujourd'hui. Donc, peut-être l'autre association pourra se présenter également, l'association lyonnaise. Donc, nous, on est l'asso qui s'appelle Ruta. On est basé ici à Valence qu'est-ce qu'on fait? On organise des manifestations, on organise aussi des événements culturels qui nous servent à collecter des fonds pour envoyer de l'aide humanitaire en Ukraine. Bon. Donc voilà, s'il y en a qui veulent nous rejoindre ou juste nous aider en adhérant ou avec des dons en nature, on pourra vous donner nos... Vous êtes en France depuis longtemps, non? Moi, oui. Personnellement, oui, je suis en France depuis longtemps, mais on est peut-être 2 ou 3 comme ça dans l'association. Tous les autres sont des réfugiés. Voilà, ça, voilà. 2 personnes ici déjà, voilà. Merci, on pourra discuter lors de l'apéro. Est-ce qu'il y a d'autres assos? Ne soyez pas timide. Hein. Voilà. Par contre, Lise? Oui, pardon. Est-ce que tu peux te présenter? Donc, Oui. voilà, donc nous, on est culture ukrainienne. En fait, à Lyon, il y a plusieurs associations. La plus connue, c'est Lyon Ukraine, sur lesquelles on est bénévole. Mais aujourd'hui, on vient vous présenter culture ukrainienne. Nous, le but, c'est de communiquer tout ce qui est à propos de la culture ukrainienne pour un public français. On ne se concentre pas spécifiquement sur la guerre. Le but étant aussi justement de montrer que c'est un pays qui existe au-delà de ce conflit. Et donc, on va parler d'histoire, on va parler de musique, on va parler de gastronomie. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. On a des chaînes sur Facebook, YouTube, TikTok, un petit peu tous ces événements. Et on fait des conférences donc sur Lyon. Il y a justement Lyon Ukraine qui nous met à disposition Domivka. C'est un petit local pour les Ukrainiens et sur lequel nous aussi on vient pour faire des conférences, pour parler de culture ukrainienne à peu près 1 fois par mois. Donc on communique sur les sujets à venir sur les réseaux sociaux. Et c'est aussi ces éléments-là qu'on essaye de publier dessus. Donc, par exemple, le 26 avril prochain, on va parler de Tchernobyl. Et on avait fait la semaine dernière un événement sur l'histoire des Cosaques.
Voilà, pour donner quelques exemples. Rob, tu- vous êtes de souche ukrainien vous-même? Moi, oui. Vous êtes ensemble. D'accord, donc c'est par Irina que vous avez aimé l'Ukraine. En partie. 50. Non, je dois dire que moi, je suis des cours d'ukrainien maintenant. Et c'est vrai que c'est un pays très, très attachant, fascinant, passionnant. Ouais, ouais. Je suis témoin. Et je vais faire justement l'anniversaire de Tchernobyl. C'est le 40e anniversaire de l'accident nucléaire. Et il y a une Irlandaise qui s'appelle Adie Roach qui a établi un organisme qui s'appelle Tchernobyl Enfants et qui les aide. Et moi, je ne savais pas ça. Comment on dit le fait d'être exposé aux radioactivités crée des maladies cardiaques. Et ça devient, comment dire, ça traverse les générations. Et ils font des opérations à Lviv sur ces enfants. Et donc, je vais faire un reportage sur ça. Et Kozak, vous savez que quand le barrage de Krakova, les Russes l'ont fait sauter, ça fait baisser les eaux du Dnieper. Et ça a découvert des bateaux cosaques à Zaporizhia. Et je vais y aller, je vais interviewer les archéologues qui travaillent sur ces bateaux du XVIIe siècle, les bateaux cosaques. Vos sujets sont tout à fait dans le vent. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être une petite question légère, du coup, quel est le titre du livre en anglais si on veut lire un anglais? C'est How Good It Is, I Have No Fear of Dying. Et j'aime pas la couverture de l'édition reliée. Je trouve qu'elle elle est un peu moche, cette couverture, mais l'édition poche a une très jolie couverture aussi, où on voit Yulia avec son fusil et un drone au-dessus. Et ça fait très va-t-en-guerre. Enfin, mais c'est une belle photo. Bah, après tout, je trouve que la couverture où elle est avec... Ah, d'accord. Avec le vêtement traditionnel plus militaire. Ça dit tout. Parce que c'est une femme, une Ukrainienne, patriote, qui collectionne les vyshovanka. Ce qu'elle porte sur la photo est très ancien, je pense que ça a 60 ans au moins. Et justement, porter l'habit traditionnel est devenu une marque de patriotisme. Et d'après Yulia, à l'époque soviétique, c'était découragé, c'était mal vu. Ça. C'était même interdit. De les cacher dans les jardins pendant. Ouais. Et il y a des familles qui ont gardé les vyshovanka pendant des générations, mais sa famille n'en a pas. Donc elle les achète en ligne, elle les achète quand elle peut. D'ailleurs, elle aime beaucoup tout ce qui est marché aux puces à Paris. Elle a voulu aller, elle a passé toute une journée au marché aux puces. Bon. Bah, moi, j'ai préparé beaucoup de questions. Voilà, donc vous m'arrêtez quand on a plus de temps. Tout d'abord, je veux aussi vous remercier que vous avez écrit ce livre pas que à propos de la guerre. Il y a d'autres moments et d'autres sujets qui se lèvent là-bas. Notamment, il y a un chapitre historique aussi. Et de mes propres souvenirs, quand la guerre est commencée, je me rappelle cette attitude vers Ukraine, qu'on ne savait rien du tout. On a associé Ukraine que à la guerre. Et puis, petit à petit, on a commencé à voir petit étincelle de la culture. Notamment Charlotte Higgins, c'est une journaliste britannique qui est du Guardian, qui a commencé à écrire vraiment sur la vie civile. Et ça me fait aussi rappeler ce qu'a dit Marek Edelman, ces résistants juifs polonais, un des dirigeants du soulèvement du ghetto de Varsovie
pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il a dit, je ne veux plus lire en centième fois, encore une fois, comment on mourait dans le ghetto. Mais je veux lire comment on tombait amoureux dans le ghetto. Et je vous remercie pour ce chapitre. Tu peux lire la question. Comment le fait de parler justement d'amour, de liens, de moments de normalité en temps de guerre aide à mieux comprendre ce que les Ukrainiens défendent réellement? J'espère que ça les rend humains, parce que l'histoire d'amour entre Yulia et Ilya, elle est très forte, hein, elle est très touchante, je trouve. Et je pense que quand on voit les gens dans un pays en guerre comme des êtres humains, comme soi-même, on a plus d'empathie, on les comprend mieux. C'est pas que des ordinateurs et des drones et des armes, c'est clair. Mais il y a ça aussi. L'Ukraine, je pense qu'on a connu en Occident, on a vraiment commencé à connaître l'Ukraine avec les manifestations sur la place du Maïdan, déjà. Ça, c'est la première fois que je me souviens d'avoir entendu parler beaucoup de l'Ukraine. Et ça, l'histoire, c'était pas encore la guerre, mais c'était un pays indépendant qui voulait se libérer de la tutelle soviétique, russe. Et ça, c'est une histoire qu'on a vue se répéter. On a vu la même chose en Géorgie. J'ai couvert l'invasion russe de la Géorgie en 2008. J'étais devant des chars russes, je les ai vus arriver. Enfin, et c'est la même histoire qui se répète. La Russie qui intervient dans les élections en Roumanie, par exemple, en Géorgie, au Moldova. Je crains beaucoup pour les pays baltes. Et j'ai compris un truc, et c'est un peu à côté de tout ce qu'on dit là, mais j'ai lu un article hier, avant-hier. C'est une chercheuse américaine qui dit que l'Union soviétique était un empire qui ressemblait à un donut. Je sais pas, on dit donut en français? Ouais, c'est-à-dire un trou au milieu et tout ce qui est bon autour. Et en fait, la Russie était le centre de l'empire, mais tous les cerveaux, les ressources, l'industrie, les ingénieurs, etc., et notamment l'Ukraine était la république la plus instruite. Il y avait beaucoup d'industries importantes, etc. Et c'est pour ça que Poutine ne supporte pas de perdre l'Ukraine, hein. Et les pays baltes étaient la partie de l'Empire soviétique qui était la plus européanisée. Quand ils voulaient des choses qui ressemblaient à l'Europe, ils allaient dans les pays baltes, etc. Enfin voilà, c'est très intéressant comme article. La Bulgarie avait l'industrie des ordinateurs. Par exemple, en Ukraine, on fabriquait les missiles, hein, les missiles nucléaires à Dnipro, qui était une ville close, une ville fermée. Les étrangers n'avaient pas le droit d'aller à Dnipro. Enfin voilà, je suis fascinée par toute cette histoire aussi de domination russe et soviétique. Mais vous avez raison, Irena, la culture est très importante. Elle est très riche aussi, hein. Et elle est différente de la culture et de l'histoire russe aussi. Et c'est tout ça qu'il faut dire. Ouais. Aussi, quelques souvenirs quand j'ai lu le livre. Et par exemple, Yulia parlait de robe en velours quand elle a pleuré dans la voiture. Et moi, quand j'étais adolescente, je suis un peu plus âgée que Yulia. J'avais un seul jean et du coup, quand je demandais si je lavais ces jeans, je pouvais pas mettre quelque chose d'autre que les jupes, par exemple, en jupe, en jean. Et quand je demandais à ma maman si elle pouvait m'en acheter un autre, elle m'a entendu, on n'a pas d'argent. Et donc, ça m'est venu la question, est-ce que vous pensez que ce type d'enfance
qui est marqué par le manque, construit une forme particulière vis-à-vis peut-être même une capacité à faire face aux crises. Si je oui, faire rapport. Que je suis contente d'avoir une enfance malheureuse parce que ça m'a préparée pour la vie. Et je crois qu'effectivement, c'est un peu ça. Ça vous rend... Parce que si vous êtes très, très heureux et gâté comme enfant, vous arrivez à l'âge adulte et c'est un choc, quoi. C'est un choc parce que le monde est dur, la vie est dure. Et effectivement, peut-être que ça l'a préparée pour la suite. Elle dit que son enfance n'était pas spécialement malheureuse parce que c'était le sort de tous les Ukrainiens à l'époque. Les années 90, c'était dur. C'était vraiment dur. Et malheureusement pour l'Ukraine, tout ce qu'on a vu depuis 2000, disons depuis 2010, depuis Yanukovych ou depuis Maïdan, enfin sûrement depuis 2014, c'est très très dur d'avoir une partie, 20% de votre pays occupé par l'ex-puissance coloniale. C'est pas drôle. Je dis toujours aux Irlandais, c'est comme si l'Angleterre revenait en Irlande de lui dire bah non, l'Irlande est à nous, ça a toujours été anglais, la preuve c'est que vous parlez la même langue, etc. C'est un peu ça. Et comment vous pensez, comment les Français pourraient réagir à une situation similaire? Ah, c'est-à-dire, est-ce qu'ils résisteraient aussi bien que les Ukrainiens? Je pense qu'on est. Moi, je suis française maintenant, je suis naturalisée, donc je pense qu'on est un peu mou, un peu douillet. Je pense que vu mes voisins, mes amis, les gens que je connais, je suis pas sûre qu'ils résistent ou qu'ils aient du courage. On a très tendance maintenant à pleurer, aller voir le psy, à dire non, je ne supporte pas ou je ne sais pas. Mais peut-être que aussi qu'on trouve sa force dans l'adversité. Peut-être qu'ils sont meilleurs que nous sommes meilleurs que nous le pensons aussi. Mais ce qui est sûr, c'est que la guerre, ça, ça montre le vrai caractère des gens. Dans la guerre, on voit qui est mauvais, qui est bon. On voit qui a des principes et qui n'en a pas. C'est ce que Julia m'avait dit la première fois que j'ai interviewé. Elle m'a dit, la guerre, tout est noir et blanc. Alors que dans la vie normale, la vie civile, c'est gris. Il y a des zones grises. Et elle aime bien cette clarté, le fait de voir tout de suite si quelqu'un est bon ou pas. Si c'est un collaborateur ou un lâche ou si c'est un héros. Ça se voit. Dans le livre, on voit des personnages qui se transforment quand même de par la situation, je trouve. Ouais, j'ai l'impression que la famille... Son tonton. Le tonton, voire le père même, peut-être. Enfin, c'est peut-être que lié à ça, mais... Oui, quand même. c'est vrai. Son père a beaucoup combattu. Et par patriotisme, enfin, il a failli se faire tuer quand il est tombé du blindé. Après avoir l'acte le plus courageux de son père, il y avait un général qui s'appelait Kulczycki, qui était de Lviv, qui était très aimé et c'était le chef, le commandant en chef de la garde nationale. Et au lieu de, je trouve, et ça se sent dans le livre, il y a des militaires que Yulia appelle les soviétiques, enfin qui ont une mentalité soviétique, qui restent dans le bureau à Kiev. Elle les appelle les généraux des fauteuils, armchair generals. Et elle lutte contre cette mentalité. Et puis il y en a d'autres qui aiment vraiment les armes et qui vont sur le terrain. Et ceux-là sont les bons. Voilà. Et donc, ce général était un bon. Et son hélicoptère a été descendu près de Sloviansk en 2014. Et le père de Yulia était à côté. Et il est parti avec un blindé, avec un BTR de fabrication soviétique, pour essayer de sauver ce général. Et le général était mort, mais c'est son père qui a retiré son corps de l'hélicoptère encore en train de brûler, et il a sauvé, je me souviens plus, il y avait beaucoup de blessés, il a sorti tous les blessés,
Et c'est là, il y avait le blindé était complètement plein d'âmes. Il était sur le toit du blindé. Il est tombé. Il a failli se casser le cou. Et il avait cassé, il s'était blessé en vertèbre. Et le reste de sa vie, qui a duré encore 6 ans, il souffrait énormément. Si vous avez eu des problèmes de dos, vous savez comment c'est, le clavicule cassé. Il avait comment ça s'appelle? Ouais, ouais, pendant longtemps. Enfin, donc voilà, c'était quelqu'un de courageux, c'est sûr. Pour aller sur le front, sous le feu, sauver des gens d'un hélicoptère en feu, il faut avoir du courage. Ouais. Mm. D'abord, merci beaucoup comme votre aide, pour votre soutien, le passé. Ma question, est-ce que c'était compliqué pour vous d'écrire la guerre? Et est-ce que vous avez ajouté vos émotions dans dans ce livre? Merci. Parce que je sais beaucoup de mes amis français ne vont pas lire les livres ukrainiens ou pour qui traduire parce que c'est un peu dépressif, ou quand c'est d'écrire la guerre, comme d'habitude, beaucoup de monde qui ne vont pas lire. Mais pour écrivain, pour moi, c'est très compliqué ou quand vous commencez à écrire, vous oubliez vos émotions. Oui, oui, je crois que c'est clair. Enfin, ce n'est pas la première guerre sur laquelle j'écris. Et quelque part, je dirais presque le contraire. Je dirais qu'il est beaucoup plus facile d'écrire sur la guerre où, encore une fois, tout est blanc et noir et où la souffrance est là, vous la voyez, vous la ressentez. Ça, c'est que par exemple, aller à une conférence de presse à l'Élysée sur, je ne sais pas, la technologie, les startups, un truc comme ça. Ça m'ennuie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc, tout ce qui vous intéresse est beaucoup plus facile à écrire, en quelque sorte. Est-ce que, si vous voulez dire, est-ce que je suis perturbée par cela quelque part? Est-ce que ça me déstabilise? Non, mais je suis souvent triste. Quand Yulia m'a raconté la mort d'Elia, je pleurais avec elle. Parce que c'est toujours tragique, la perte d'un être humain aimé. Et c'est ça la guerre, hein, c'est sûr. Mais je trouve aussi que malgré ce drame, il y a, il y a de la beauté et du bonheur, même dans la guerre. Il y a, l'année dernière, j'écrivais une chronique tous les mois dans l'Irish Times avec Yulia. Et quand le printemps est arrivé, elle m'a parlé des arbres en fleurs dans le Donbass. Et dans sa vie, maintenant, on dit maintenant en Ukraine qu'on doit de la rose, juste petits détails, par exemple, c'est les fleurs ou le soleil, ou il y a l'électricité, par exemple, nous, pendant une journée. Et c'est bonheur pour nous maintenant, parce que c'est la réalité. Elle me parle souvent des nuits étoilées dans le Donbass. Elle me dit que la nuit, c'est magnifique parce qu'on voit toutes les étoiles, parce qu'il n'y a pas d'électricité. Et elle me dit que c'est très, très beau. C'est un peu horrible quand il n'y a pas d'électricité, parce que, par exemple, j'habitais à Kiev, et ma famille, elle est restée à l'hôtel. Ma famille, c'était à l'écran. Et quand cet hiver, c'était vraiment très, très difficile parce que l'électricité était très, très rare. Et par exemple, quand il y a petit les enfants, c'est trop dur et tu ne peux pas préparer ni thé, ni lait, rien. Et l'étoile, c'est bien, mais quand c'est grande ville, c'est juste comme campagne, par exemple, au village, c'est plus vert. C'est mieux, mais grande ville. Cet hiver a été la pire ici. On disait ma proute qui disait que c'était l'hiver le plus sévère depuis 10 ans en Ukraine. Et c'est un miracle que personne ne soit mort de froid, hein, parce qu'ils a fait, sont morts
Et il y a des gens morts de froid. Ah non, encore les personnes âgées et tout dans leurs immeubles qui avaient pas de chauffage. Ils avaient Certaines vers, je pense, Mais l'État a fait beaucoup de choses. Enfin, à Kiev, ils se sont beaucoup organisés. Ils avaient des tentes chauffées. Oui, mais il y avait beaucoup de personnes âgées notamment qui pouvaient même pas descendre de l'usine, de leur immeuble pour aller se je réchauffer. laisse ça, elles ne marchent pas quand ils n'ont pas l'électricité. Et ces grandes villes, ces mégapoles, c'est par exemple 16 étages. Et tout le monde reste dans son appartement. Mais si tu n'as pas quelque chose qui peut... Parce que je sais, il y a beaucoup de qui pour réchauffer maintenant en Ukraine. Par exemple, faire pied qui réchauffait au début et après, ça reste dans les casseroles. Et, et ça aussi, c'est notre vie maintenant et c'est très difficile. Mm. J'ai vu des photos des gens qui dormaient avec 4, 5, 6 couches d'habits, des pulls verts, des joggings, des trucs comme ça, et sous une pile de couvertures. Non, c'est sûr que c'est dur. Et il y a un mot qu'on entend très souvent à propos de l'Ukraine, c'est résilience. Et j'ai entendu plusieurs fois des Ukrainiens dire, mais j'ai pas envie d'être résilient, qu'on arrête de me dire que je suis résilient. Mais c'est vrai, ils sont résilients, c'est-à-dire ils font face, ils trouvent le système D, quoi, ils se démerdent, ils trouvent. Mais c'est très très dur. Et nous, en France, on n'a pas idée. Monsieur? Juste m'appuyer sur une idée qu'on était quand même marinière du bonheur, parce que là, ça amène à faire des rencontres comment que ce soit. Mais comment on peut rencontrer, faire des rencontres avec une famille, une femme et sa petite, ça crée des liens d'amour, comme il y en a aussi au premier rang, si je l'ai compris aussi. Donc, c'est malheureux, le contexte, mais ça amène à faire des rencontres et l'Ukraine, peut-être, existe au niveau de son pays, mais du coup s'étend à travers les frontières. C'est-à-dire qu'il y a des populations qui sont déplacées dans d'autres pays également. Donc ça va pouvoir continuer. On va pouvoir apprendre l'ukrainien dans d'autres pays aussi. J'ai une petite là qui apprend l'ukrainien à distance, mais ici en France par exemple. Donc c'est des sauts qui sont accompagnés, c'est bonheur également. C'est pas que de la tristesse. Ça en fait partie, mais il y a aussi le bonheur. C'est sûr que l'Ukraine en sort grandie. Et je pense que l'image de l'Ukraine est positive dans le monde. Et l'image de la Russie, en revanche, est très très négative. Et le monde se souviendra de ce pays héroïque et j'espère que l'Ukraine pourra rentrer en Europe. Je ne sais pas si l'OTAN existera, je ne sais pas ce qui va se passer à l'OTAN, mais je voudrais que l'Ukraine prenne sa place en Europe. Elle le mérite, elle a déjà gagné, quoi. Elle s'est tellement battue pour mériter ça. C'est un exemple de résistance, hein. Ah, c'est sûr. Il y a eu la Seconde Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, on a eu d'autres résistances. Maintenant, on a une nouvelle qui est moderne. Et les Ukrainiens sont exemplaires de ce côté-là. On voit bien qu'ils apportent leur soutien, notamment dans la guerre en Iran aussi. Maintenant, ils montrent comment on peut défendre avec des drones. Zelensky a apporté son aide par rapport à ça. Donc, comme quoi, il y a vraiment une grande évolution par rapport à ça. Et l'Ukraine a fini par gagner, mais avec une solidarité européenne, j'espère. Pas que le français, mais vraiment européenne. Oui. Madame, moi j'ai lu votre livre entre hier et aujourd'hui. Vous lisez vite. Oui, mais je suis retraitée. Et je suis une grande lectrice. Je l'ai trouvé passionnant, mais j'en suis ressortie accablée. Ce n'est pas un reproche à votre rencontre. Mais je voulais savoir quand même, est-ce que vous avez adouci, édulcoré en quelque sorte, ce que pensait le lieutenant Nikitenko? Je vous pose la question parce que quand je dis que je suis accablée par ce qui se passe. Je suis accablée par leurs conditions de survie. Je suis accablée par notre solidarité à retardement, quand elle existe. Je suis accablée par ces militaires qui attendent de l'aide qui ne vient pas.
Je suis accablée par notre manque de solidarité en Europe parce que nous n'avons pas tous les mêmes intérêts. Donc bref, j'ai été accablée par tout et finalement, les 3 dernières pages m'ont redonné un peu de courage parce que j'ai vu, un immense rayon de soleil heu, de Yulia Nikitenko. Bon, pourquoi je demande si vous avez édulcoré? Parce que je trouve qu'elle est singulièrement, par votre voix, elle est singulièrement, comment dire? Indulgente à l'égard des occidentaux qui ne fournissent pas les armes à temps, trop tard ou jamais. Et j il y a de quoi enrager. Donc comment avez-vous fait pour écrire ce qu'elle pensait ou n'osait peut-être pas dire? Je n'ai rien édulcoré par rapport à l'Occident parce que je crois que malgré tout, elle est très compréhensive et elle espère encore, elle place encore des espoirs. Avant, c'était plus les États-Unis et maintenant davantage, elle place ses espoirs en les Européens. Mais elle sait aussi qu'en même temps, qu'en fin de compte, l'Ukraine est toujours seule. Elle assume ça, le fait d'être seule comme pays. En revanche, il y a une phrase qui a été censurée par mon éditeur britannique, pas en France, c'est où, Yulia a dit, c'est-à-dire qu'elle déteste vraiment les Russes. Mais il y a de quoi. Quand ils ont tué votre mari, quand ils ont tué, plus de 20 des gens les plus proches de vous, c'est un peu compréhensible, qu'elle les déteste. Bon. Et il y avait une phrase où elle dit: «Bah, je pense qu'on ne connaîtra jamais la paix tant que Moscou sera debout». Et mon éditeur britannique a dit: «Mais vous vous rendez compte, Lara, elle appelle au génocide ou un truc comme ça». Je dis: «Ben non, mais elle déteste les Russes, je la comprends, on l'a». Et on s'est disputé là-dessus. À la fin, il a enlevé la phrase parce qu'il m'a dit que les gens vont dire que c'est criminel, que c'est la haine, que c'est blablabla. Et j'ai laissé tomber parce que je voulais quand même que le livre soit publié. Mais si quelque chose est édulcoré, c'est peut-être cette haine de la Russie. En revanche, l'Occident, elle est déçue, ça c'est clair. Moi, j'enrage souvent. Je dirais plutôt qu'accablée, je suis enragée à cause de ça. Quand je vois, Trump qui fait des fleurs à Poutine tout le temps, ça me fait enrager. Mais elle a aussi d'autres chats à fouetter, hein. Elle a son travail, elle est très concentrée dessus. Elle dit souvent d'ailleurs quand je lui pose des questions, politiques ou de stratégie et tout, elle dit, «Moi j'ai pas le temps de penser à ça. C'est pas mon problème». Donc les grands problèmes de trahison, de de lâcheté à l'échelle internationale, et cetera. Elle pourrait, non, mais c'est vrai qu'elle a dit, il y a une phrase que j'ai trouvée très forte. Elle dit: «L'Ukraine est comme un chien en laisse ou enchaîné et on lui donne juste assez pour qu'on ne meure pas de faim». Elle parlait des armes évidemment, mais on lui donne juste assez pour qu'on ne soit pas, défait, mais jamais assez pour gagner. Et c'est ça, et c'est cruel en fait d'affamer l'Ukraine comme ça. Parce que si elle dit toujours que si on avait aidé davantage l'Ukraine en 2022, quand ils ont repris Kherson et Kharkiv, les oblasts, ils ont repris quelque chose comme 75 000 km². C'était énorme. Ils auraient pu continuer, mais ils n'avaient pas les armes dont ils avaient besoin. Et ça, c'est une grande, tare. Pour moi, c'est vraiment, une faute des Occidentaux. Ils auraient dû les aider à l'époque, mais ils avaient peur la Russie est une puissance nucléaire, la première puissance nucléaire du monde. Ils avaient peur de la guerre nucléaire, ils avaient peur aussi de l'anarchie en Russie. Donc ils sont trop craintifs et voilà. Voilà le résultat. On va peut-être arrêter là, comme ça on pourra... Ça, vous avez peut-être d'autres questions? Bah, allez-y, restons pendant les allez-y. Pour pas bondir sur ce que disaient monsieur et madame, je n'ai pas encore le livre, hein, je vais l'acheter pour le faire dédicacer. Est-ce que vous pensez
Donc, en tant qu'Européenne, hein, donc l'Irlande et puis la France font partie de l'Union européenne. Est-ce que vous pensez que les dirigeants européens vont pouvoir faire partir plus d'aide à l'Ukraine, plus d'armes, avec, avec malheureusement malgré la Hongrie et la Slovaquie? Parce que même Giorgia Meloni, qui est copine avec Poutine, elle a toujours soutenu l'Ukraine et aidé l'Ukraine. Mais là, avec la Hongrie et la Slovaquie, ils nous plongent dedans, Bon, quoi. j'espère que Orban va perdre les élections. Moi aussi. Ce serait vraiment une bonne nouvelle. Euh, Après, ça fait partie des réformes qui seraient nécessaires pour l'Union européenne pour qu'elle puisse fonctionner normalement. Parce que avec le pouvoir de veto qui est mal utilisé, et puis vous avez vu l'histoire du ministre des Affaires étrangères hongrois qui raconte tout à Lavrov. Enfin, c'est pas possible. Vous pouvez pas laisser faire, vous laisser espionner par un membre comme ça, ça va pas. Donc, il faut vraiment trouver une solution à la Hongrie d'Orban. Mais ce dont j'ai peur, c'est que l'extrême droite est forte partout, dans beaucoup de pays européens. Et si vous avez une sorte de masse critique de pays sympathisants de la Russie, je pense que c'est ce que souhaite Poutine. C'est pour ça qu'il intervient dans les élections, c'est pour ça qu'il finance les partis d'extrême droite et qu'il fait des trucs sur la désinformation, il manipule les médias sociaux. Parce que s'il a une masse critique de 3, 4, 5 grands pays européens où l'extrême droite arrive au pouvoir, imaginez si vous avez l'AfD, Reform, le RN, enfin le RN, ils prétendent qu'ils sont pas pro-russes. Moi, j'espère ne pas voir, mais bon. Si vous avez 4 ou 5 pays comme ça, c'est fini. Et Poutine fera la pluie et le beau temps en Europe sans envahir, sans force militaire. Et c'est ce qu'il souhaite. C'est ce qu'il souhaite. D'ailleurs, en Ukraine, s'il pouvait remettre, peut-être pas Yanukovych, mais Medvedchuk ou quelqu'un comme ça, au pouvoir à Kiev, il se satisfait de ça. Il veut contrôler l'Ukraine, pas forcément de façon militaire. Donc, et là, vous avez raison, Orban et Fico, on est mal parti là. Oui, je disais, on va peut-être arrêter là, comme ça vous aurez le temps de parler individuellement et de faire dédicacer les livres avec Lara, quoi. Ça nous laissera un petit peu de temps, et pendant ce temps, donc, on va vous proposer l'apéritif et les spécialités ukrainiennes. Voilà. Bah, merci.